Bonjour et bienvenue. L'idée ici, c'est simple. On prend une documentation technique, parfois un peu dense, et on la décortique ensemble pour que tout devienne limpide. Aujourd'hui, on s'attaque à une question essentielle. Comment choisir le bon modèle de régression dans scikit-learn pour avoir les prédictions les plus justes possibles? Alors, comment on passe de données brutes à des prédictions qui tiennent la route? C'est tout l'enjeu. Voici le plan de match pour notre exploration des modèles linéaires les plus courantes de scikit-learn. Allez, on commence par la base de la base. Avant toute chose, il faut être sûr qu'on parle bien de la même chose. Un modèle linéaire, qu'est-ce que c'est au juste? Le plus simple, c'est d'imaginer une recette de cuisine. Un modèle linéaire, c'est un peu ça. Il va prédire un résultat, disons la note d'un plat, en additionnant tous les ingrédients qu'on appelle les caractéristiques. Et bien sûr, chaque ingrédient a son propre poids, son importance dans la recette finale. C'est ça, les fameux coefficients. Pour que ce soit bien concret, on va prendre l'exemple le plus classique qui soit, le point de départ de beaucoup de projets, la méthode des moindres carrés ordinaires ou MCO. Alors, comment ça marche ce truc? En fait, c'est assez simple à visualiser. L'algorithme des MCO, il cherche à tracer la meilleure ligne droite possible, celle qui passe au plus près de tous nos points de données. Et pour ça, il a un objectif très clair, minimiser la somme de toutes les erreurs au carré. On appelle ça les résidus. En gros, moins il y a d'erreurs, plus la ligne est considérée comme la meilleure. Bon, ça a l'air super, mais attention, cette simplicité a un prix. Le modèle MCO a une faiblesse, un talon d'Achille qui, dans certaines situations bien précises, peut rendre nos prédictions complètement à côté de la plaque. Le vrai souci, il apparaît quand nos ingrédients, nos caractéristiques, ne sont plus indépendants. Que se passe-t-il s'ils sont liés entre eux, s'ils varient ensemble? Et voilà le mot à retenir, multicolinéarité. Quand ça arrive, le modèle est complètement perdu. Il ne sait plus très bien à quelles caractéristiques attribuer le bon résultat. Du coup, les poids qu'il calcule deviennent hyper instables. Un tout petit changement dans les données de départ, et hop, les coefficients peuvent faire le grand écart. Autant dire que le modèle n'est plus du tout fiable. Mais pas de panique. Heureusement, il y a une solution. Une technique vraiment puissante pour régler ce problème et redonner de la stabilité à nos modèles, la régularisation. Alors c'est quoi la régularisation? C'est une astuce géniale qui consiste à ajouter une sorte de contrainte, une pénalité, à l'équation que le modèle essaye de résoudre. Cette pénalité va le décourager de donner des poids trop importants à certaines caractéristiques. C'est un peu comme si on ajoutait des garde-fous pour l'empêcher de partir dans des directions un peu folles. Et cette technique, elle a deux variantes principales, deux héros très populaires, la régression Ridge et la régression Lasso. Ridge et Lasso, sur le papier, ils font la même chose. Ils ajoutent une pénalité. Mais attention, le diable est dans les détails. La façon dont ils calculent cette pénalité change absolument tout au résultat final. Et c'est vraiment là que tout se joue. On va commencer par Ridge. Lui, on peut le voir comme le modérateur prudent. Il utilise ce qu'on appelle une pénalité L2. Son but, c'est de calmer le jeu en réduisant la valeur des coefficients, surtout les plus grands. Mais, et c'est un point crucial, il ne les ramène jamais complètement à zéro. Il les diminue, c'est tout. Et puis on a Lasso. Et lui, ce n'est pas du tout la même philosophie. Il est beaucoup plus radical. Sa pénalité, la L1, est calculée sur la valeur absolue des coefficients. Ça a l'air d'un détail, mais ça a un effet spectaculaire. Ça lui permet de réduire certains coefficients jusqu'à zéro, carrément. Et des coefficients à zéro, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Lasso fait le ménage pour nous. Il effectue une sélection de caractéristiques de manière automatique. Il agit un peu comme un designer minimaliste qui enlève tout le superflu pour ne garder que l'essentiel. Pour simplifier un modèle, c'est juste incroyablement efficace. Ok, donc on a le modérateur d'un côté, le radical de l'autre, mais si on ne veut pas ou ne peut pas choisir, c'est là qu'intervient ElasticNet. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Il combine les deux types de pénalités. C'est particulièrement malin quand on a des groupes de caractéristiques qui sont très corrélés entre elles. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, face à un problème, on fait comment? MCO, Ridge, Lasso, ElasticNet, lequel on choisit? Alors, pour y voir plus clair, voici une sorte de guide. Si on a des données plutôt propres, sans trop de corrélation, on peut commencer simple avec les MCO. C'est une bonne base de départ. Maintenant, si on sent que nos variables sont un peu trop liées entre elles, comme la surface d'une maison et son nombre de chambres, là, Ridge ou ElasticNet, c'est une super idée pour éviter que le modèle ne s'emballe. Et enfin, si on a des tonnes de variables et qu'on pense que beaucoup ne servent à rien, par exemple la couleur de la porte pour prédire le prix, hop, Lasso est notre meilleur ami. Il va faire le tri. Le seul petit piège, c'est que si toutes les variables sont en fait importantes, Lasso risque d'être un peu trop zélé et d'en jeter certaines qui étaient utiles. Finalement, tout ça nous ramène à une question vraiment fondamentale en modélisation.
le fameux compromis entre la complexité et la simplicité. Et ça, c'est une réflexion essentielle, qui nous rappelle qu'un bon modèle, ce n'est pas seulement un modèle qui prédit bien. C'est aussi, et parfois surtout, un modèle qu'on peut comprendre, interpréter et expliquer.